Et c'est parti. Bonjour Jordan, bonjour à tous. Bonjour Valérie. Ravi de te recevoir sur Pareil. une petite série d'émissions qui parlent d'hypnose. Et j'ai eu à cœur de pouvoir interviewer des personnes qui étaient entre guillemets atypiques, hein, mais qui sortaient un petit peu du cadre et surtout pour montrer un peu qu'il existe plusieurs approches en hypnose, même si à la base, l'hypnose en elle-même, d'un point de vue physiologique, c'est le même outil, mais il y a plusieurs approches. Donc, Jordan, est-ce que tu peux tout simplement te présenter? Je m'appelle Jordan Véraud, je suis praticien en hypnose sur Nice. Je suis également formateur. J'ai plusieurs stages sur l'hypnose rapide, sur les leviers de changement. Et, euh, voilà, j'ai aussi écrit plusieurs livres en hypnose qu'on peut trouver assez facilement. Et, euh, et l'hypnose me passionne depuis que j'ai 14 ans. Euh, J'avais découvert en lisant un livre d'Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes. Et dedans, il parlait d'hypnagogie. Et à la bibliothèque municipale, j'avais pas trouvé hypnagogie, mais j'avais trouvé beaucoup de livres sur l'hypnose. Et c'est ça qui m'y a mené et je m'y intéresse depuis ce moment-là. Alors, est-ce que tu as eu une première vie professionnelle avant l'hypnose? Oui, 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 j'en ai eu plusieurs même. J'ai été développeur en informatique sur les sites intranet et internet. J'ai également fait responsable d'équipe de conducteur, enfin conducteur de train d'abord, ensuite responsable d'équipe de conducteur de train, et ensuite j'ai démissionné et puis je me suis lancé complètement en hypnose pour rejoindre ma passion. Quel a été le déclic de faire d'une passion un métier? Euh, le déclic, c'est que j'avais pas assez de temps pour m'y consacrer. Donc, à un moment donné, pour avoir suffisamment de temps, j'étais obligé d'en faire aussi mon travail. Et puis, je pouvais pas faire énormément de tests. Quand j'étais avec des conducteurs de train, par exemple, en cabine, les tests restaient assez limités quand même, parce que c'était pas toujours bien vu de toute façon. Et du coup, pour pouvoir explorer vraiment l'hypnose, je pense qu'il y a un moment, il faut passer un cap. Et, euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, on y va, on se lance. Donc, j'avais pris un congé pour création d'entreprise, enfin, un temps partiel pour création d'entreprise. J'avais monté d'abord mon cabinet à 50%, en restant 50% à la SNCF. Et puis, comme il a bien monté d'un coup, je suis passé à 100%. Et puis, j'ai quitté la SNCF. Ok, alors, ton parcours d'apprentissage de l'hypnose. Parce que Oui, j'ai lu sur ton site, on présentera tout à l'heure, sur les préfaces de tes livres, enfin sur la quatrième page, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. oui, quatrième de Euh, couverture. voilà, la quatrième de couverture, cherchez le mot, où tu expliques qu'à un moment donné, tu as appris d'une certaine façon, que ça ne te convenait pas. Moi, c'est ce parcours-là qui m'a interpellé, où tu as été capable à un moment donné de t'approprier l'outil et d'y mettre ta créativité et d'y mettre beaucoup de liberté en fait. Ouais, alors j'ai commencé par les livres. Les premiers livres qui étaient très sympas parce qu'ils étaient très encourageants. C'était des livres de Jagot et de Filiatre. Bon, il faut faire le tri dedans quand même, mais ils donnent une vision de l'hypnose avec beaucoup de potentialité. Et du coup, ça m'a beaucoup encouragé. Donc ça, c'était les tout premiers livres quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Euh, Ensuite, j'ai commencé à regarder un petit peu partout, du côté de la PNL, Richard Bandler, John Grinder. Ensuite, j'ai été voir un petit peu David Kaloff, Erickson. Qu'est-ce que j'ai été voir encore? Les courants hellmaniens. J'ai creusé un petit peu partout. Et puis, j'ai fait une formation en hypnose dite ericksonienne. Et, euh, et ça m'a appris des choses sur la thérapie. En revanche, sur l'induction, euh, ça a un petit peu cassé ce que j'avais appris avant et j'étais beaucoup moins efficace après. Euh, donc j'ai commencé à travailler en cabinet à ce moment-là et pendant 2 ans, petit à petit, dans mes séances, les entretiens prenaient de plus en plus de place, les inductions de moins en moins. Le travail hypnotique en prenait moins et je commençais
bah, ne plus aimer mon métier parce que à la base, moi, je suis venu à l'hypnose pour l'hypnose et pas pour la Mhm. thérapie. Ah, C'est l'hypnose qui me passionne et le côté thérapeutique qu'elle peut déclencher derrière m'intéresse aussi, mais s'il n'y a pas d'hypnose, ça m'intéresse plus. Et j'avais l'impression qu'on avait cassé mon jouet, en gros, entre ça guillemets. c'est embêtant. C'était mon jouet. Et je me sentais mal, hein, dans ma pratique, extrêmement mal. Et du coup, parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout simplement peur de l'induction, que c'était hyper compliqué pour. Alors, à ce moment-là, je me disais pas pour pas grand-chose parce que je m'en rendais pas encore compte, et que j'avais appris plein de choses qui me semblaient inefficaces, d'après les tests en cabinet. Et à un moment, je me suis dit: «Bon, je suis rentré parfois chez moi, au bout du rouleau, triste, quoi, à en pleurer même, hein, Ah en oui. me disant: «Mais j'ai» ah ouais, ouais, je me disais: «Mais ça me passionne plus ce que je fais, ça m'intéresse pas, j'ai tout lâché pour ça». Et je me suis dit: «Bon, il faut reprendre à la base». Avant, tu t'éclatais à faire des inductions. Quand je faisais en hypnose de rue, je m'éclatais à faire des inductions, je trouvais ça simple, et là, tout me semblait très complexe. Donc, je suis revenu à des personnes, parce que j'ai pas dit tout ce que j'avais vu avant, j'en ai oublié, mais je suis revenu à des choses très simples comme Anthony Jacquin, qui, sur le plan inductif, en tout cas, est assez intéressant parce qu'il simplifie l'hypnose. Et du coup, je suis revenu à ça. J'ai été voir aussi du côté de James Tripp et j'ai pris tout ce que j'avais appris. Je l'ai exploré en testant quel impact ça avait vraiment, est-ce que c'était vraiment intéressant. On m'avait appris que pour l'induction, il fallait être très indirect. Moi, avant, j'étais très direct et ça marchait très bien. Et du coup, je suis revenu à ça. Je suis repassé au direct, je suis repassé à des inductions un petit peu plus, comment dire, euh, plus directives, mais en y amenant de la douceur. Euh, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Avant, je passais 10 minutes pour faire une lévitation de main qui était pas terrible. Et là, avec une suggestion directe, vraiment tenue, portée, quoi, j'obtenais la lévitation de main en moins d'une minute. Euh, donc je me suis dit, mais en fait, ce qu'on m'a appris, c'est hyper compliqué pour rien. Et du coup, j'ai fait pas mal de tests, pas mal d'explorations pour trier les outils. Et, euh, et comme je dis souvent, quand on me demande comment tu as appris l'hypnose, je dis, je crois que je suis plus autodidacte que quoi que ce soit d'autre. Parce que le côté hypnotique de ma pratique, je l'ai tout revu. Je suis revenu à quelque chose de très simple. Et c'est ce que j'essaye de transmettre d'ailleurs à mes stagiaires parce qu'ils Mhm. sont souvent dans le même état que moi après leur formation, là où j'en étais quand j'ai fini ma formation. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça à l'idée de faire une induction. Mais c'est vrai parce que à chaque fois que j'ai fait des modules, on ressort, on a l'impression de plus rien savoir d'abord. On essaye d'appliquer à la lettre, donc on n'est pas dedans. Du coup, c'est pas très fluide. Non, Et c'est c'est vrai que ça clair. questionne. Alors, juste une petite aparté, tu as fait de l'hypnose de rue. Oui, un petit Est-ce peu. que tu, Pas, est-ce que pas tu énormément, peux, mais voilà, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est que l'hypnose de rue et qu'est-ce que tu faisais justement? Parce que ça alors ressemble un peu à l'hypnose de l'hypnose de spectacle. un petit peu, disons que ça va être une hypnose assez. Le côté qui y ressemble, c'est que ça va être une hypnose assez directive, où on fait pas des ronds de jambes, on passe pas par 50 circonvolutions pour aller au but. L'hypnose de rue, c'est une hypnose ludique, au service de l'autre, c'est-à-dire on fait découvrir à l'autre l'hypnose. Euh, Parfois, on voit de l'hypnose de rue où il y a une espèce de prise de pouvoir de l'opérateur. Là, c'est pas le but du tout. On les voit faire aussi parfois des choses ridicules. On voit faire parfois les hypnotiseurs à leur sujet des choses ridicules. C'est pas le but non plus. C'est de leur faire atteindre leurs compétences hypnotiques, de leur faire sentir ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de déclencher. Et du coup, moi, je faisais ça parfois dans des pubs avec des amis sur Lyon. Et c'était le public qui peut être en train de boire un coup ou qui peut être en train de regarder, de regarder quelque chose qui se passe sur une scène, va s'immerger le temps d'une dizaine ou d'une vingtaine de minutes dans quelque chose qui va être très hypnotique. Donc c'est assez ludique et il faut juste faire attention à bien respecter son sujet, quoi, à ne pas le faire passer pour un andouille, parce qu'il y a différentes façons de faire de l'hypnose de rue aussi. Alors, j'avoue que moi j'ai une aversion particulière pour les spectacles de Mesmer à cause de ça.
parce que ça donne une très mauvaise image et qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de respect du sujet. Ouais. Donc l'hypnose de Il rue, se voilà. bonifie avec le temps, mais pas encore assez. Ouais, enfin, je trouve que ça va pas vite, hein. Ouais, ça va pas vite. Ah, ça va C'est pas vrai. vite, hein. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté l'hypnose de rue? De la fluidité, de la décontraction, du ludique? De la fluidité, de la simplicité. C'est très Mhm. simple en fait. Le seul inconvénient, c'est qu'on choisit les sujets et que du coup, on ne peut pas faire vivre l'expérience à tout le monde, alors qu'en cabinet, on peut pas. Mais en fait, on peut très bien la transformer un tout petit peu. Il suffit de pas grand-chose pour pouvoir amener chaque personne en état hypnotique. Donc ça amène une fluidité, une simplicité, un aspect ludique, avoir les yeux de ceux qui testent l'hypnose qui brillent et qui se disent «Waouh, la vache, mais comment j'ai fait ça?» Donc il y a tout ce côté un petit peu magique euh, qui est super intéressant, je trouve. Et qui, pour moi, l'hypnose, c'est un peu un rituel à la mode occidentale. Les chamans vont faire des choses très particulières. Nous, on amène un rituel qui est acceptable dans notre culture, de plus en plus accepté en tout Mhm. cas. Et, euh, et je trouve que ce côté un petit peu magique est intéressant à garder. Et dans Mhm. l'hypnose ludique, elle peut être là. Et quand tu dis on peut pas le faire à tout le monde, c'était quoi le critère de sélection? Oh, le critère de sélection, alors j'avais des critères à l'époque, mais maintenant j'en ai d'autres. Ah. Mais à l'époque, c'était avec des tests de réceptivité. Donc on faisait les doigts Mhm. collés, les mains magnétiques, des choses très très simples. Mais ce que je me suis rendu compte, ce dont je me suis rendu compte, pardon, ce sera plus français, c'est que on dit souvent que l'hypnose, il faut avoir un certain lâcher prise. Et en fait, le lâcher prise est une conséquence d'un état hypnotique. Et encore une conséquence qui est pas forcément présente chez chaque personne. Par contre, un des critères qui, moi, maintenant, me semble très important, c'est la curiosité. Si elle n'est pas là chez le client, on va devoir la stimuler. Parce qu'une personne qui est curieuse, elle va observer ce qui lui arrive. Par exemple, si on lui dit que sa main va s'approcher toute seule, elle va observer sa main avec la curiosité de voir comment elle s'approche. Cette curiosité va créer de la dissociation. Parce que le conscient va devenir observateur de l'inconscient qui s'active lui-même. Enfin, des processus inconscients qui s'activent eux-mêmes. Et du coup, ça crée de la dissociation, donc de l'hypnose. Donc maintenant, c'est plutôt la curiosité que la personne a dans le processus qui me dit ah, ça va être un très bon sujet ou ça va être quelqu'un à qui il va falloir apprendre à être curieux. Quand il y a cette curiosité, et je me trompe rarement, quand j'ai mes stagiaires devant, même si je sélectionne pas mes stagiaires, parce que je veux qu'ils aient une vision réelle de l'hypnose et non pas une vision où tout marche bien et puis ils arrivent en cabinet et ils sont perdus, parce qu'ils se disent ah ça marchait bien lui, comment ça se fait que moi ça marche pas. Moi je leur montre aussi des moments où c'est difficile, c'est pas simple d'hypnotiser quelqu'un. En fait, mais qu'il faut passer des seuils, des petites étapes. Et du coup, quand je regarde mes stagiaires, je sais qu'il partira vite et fort. Parce que je sais pas comment dire, dans le regard, il y a quelque chose de Puis c'est l'expérience. ouais, l'expérience. Mais l'expérience, par exemple, les premières années, j'avais une mauvaise expérience. Et je continuais sur cette mauvaise expérience qui m'amenait pas à mieux repérer. Mais petit à petit, effectivement, maintenant, je le vois assez facilement. Si une personne Tes, sera un bon sujet ou non. tes stagiaires, c'est plutôt des professionnels. Ouais, c'est plutôt des professionnels de l'hypnose. Mhm. J'ai quelques personnes qui viennent pour l'hypnose ludique, mais je les préviens avant. Je leur dis voilà, on voit l'induction à visée thérapeutique. Par exemple, c'est souvent des gens pour l'hypnose rapide qui me contactent en me disant voilà, moi je vais apprendre l'hypnose de rue. Je leur dis ouais, il y aura une grosse proportion liée à la thérapie quand même. Ça ne sera Mhm. pas aussi ludique qu'on peut le voir en hypnose de rue. Mais j'en ai quelques-uns. Mais j'ai surtout ouais, des personnes qui sont déjà pros de l'hypnose, des médecins, des infirmiers, des anesthésistes. Euh, ouais, c'est très diversifié. J'ai un peu de tous les bords et un peu de tous les lieux. Et l'intérêt professionnel ou pédagogique d'apprendre les inductions rapides, c'est quoi? Ça va être justement un anesthésiste, un infirmier qui accompagne, il faut que ça aille vite, faut pas que le sujet ait le temps de partir en stress, de se poser trop de questions. Euh, alors, hypnose rapide ne signifie pas induction courte. Mhm. Parce que souvent on me dit ouais, mais pourquoi tu veux faire des inductions courtes?
Ça n'a rien à voir. Hypnose rapide, c'est pas du tout induction courte. Moi, il m'arrive de faire 30 minutes d'induction. Ah oui. Parce que je vais chercher un phénomène hypnotique en particulier dont j'ai besoin pour l'aspect thérapeutique derrière. Mhm. Donc, si j'ai besoin d'une hallucination, sauf si c'est un excellent sujet, auquel cas ça se fera peut-être en 4-5 minutes, mais sinon il me faudra peut-être 30 minutes ou 40 minutes, peut-être parfois même j'y arriverai pas et je passerai par un autre chemin pour aller vers l'aspect thérapeutique. Mais le but, enfin l'induction rapide telle que je l'aperçois moi, c'est si c'est possible en 1 minute, on y va. Si c'est pas possible en une, on ira en 3. Mais l'idée, c'est d'aller maximiser la compétence du client pour qu'il, justement pour créer de la compétence qui va permettre de bâtir et d'aller un petit peu plus loin encore. Alors qu'une personne qui met 10 minutes pour vivre une lévitation de main, elle a le temps de se faire beaucoup de dialogue intérieur, enfin de monologue intérieur, en se disant ah ça marche pas sur moi, je suis peut-être pas hypnotisable, je suis peut-être pas. Et là, elle passe dans des suggestions qui vont contrecarrer celles que je suis en train de lui dire. Et moi, je veux pas ça. Le secret de l'hypnose rapide, c'est justement d'arriver à couper ce monologue intérieur pour en créer un qui soit curieux. Ah oui, maman, elle va bouger toute seule. Ah tiens, c'est vraiment. Ah oui, dis donc, je sens d'écran. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se créer très rapidement. Donc le but, c'est de maximiser la compétence du sujet. S'il est bon, on ne va pas le ralentir avec des suggestions indirectes à rallonge, en faisant des tartines, parce que ça présuppose qu'il y a des résistances. En plus, les suggestions indirectes ne dépassent pas les résistances en hypnose. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de maximiser la compétence et d'aller au rythme maximum auquel le client peut aller. Et c'est ça pour moi l'hypnose rapide. Et s'il faut 15 minutes pour atteindre le phénomène hypnotique dont j'ai besoin pour le travail, alors on prendra 15 minutes. Et peut-être même que j'en prendrai 25 pour aller en chercher d'autres derrière. En fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois du sur-mesure et que tu n'es surtout pas dans des cadres préétablis que tu vas appliquer sur tout le monde. Alors oui et non. Pas tant que ça en fait. Le pire conseil qu'on m'ait donné en formation d'hypnose, ça a été, comme chaque client est unique, il faut recréer l'induction avec lui. C'est-à-dire qu'il faut créer une induction sur mesure avec chaque personne. Ça, c'est une des pires idées qui m'a amené dans mes 2 ans de galère. Mhm. Parce que je recréais tout le temps. Mais le problème, c'est que si je suis en train de réfléchir à ce que je dois créer avec mon client, je suis en réflexion, donc sur moi, donc je vais moins voir ce qui lui arrive et je serai moins attentif à lui. Donc ça marche pas bien. Et je m'étais rendu compte qu'en hypnose de rue, je faisais la même induction avec tout le monde et que ça marchait avec tout le monde. Bien sûr, il y avait des petites variantes en fonction de la personne, mais globalement, c'était assez scripté pour le coup. Et moi, je suis plus partisan d'avoir des routines qui fonctionnent bien, préétablies, pré-travaillées, parce que le travail, c'est pas en séance qui va se faire, c'est en amont des séances. On s'entraîne à l'induction en amont des séances et ensuite on se sert des automatismes qu'on a créés lors de la séance. Donc, au contraire, je suis plutôt assez scripté. Je crée mes inductions, je les travaille avec l'homme invisible, comme je dis à mes stagiaires. C'est-à-dire que je prends une chaise vide, je fais mon induction parce que dans une induction, il y a de la gestuelle, parce que c'est des suggestions. Si je dis par exemple, c'est différent si je dis à une personne, et maintenant tu sens un calme, que si je lui dis, et maintenant tu sens un calme, et que je lui appuie sur l'épaule en même temps. Mais penser à tout ça pendant que je suis en train d'induire l'état d'hypnose me ramènerait à l'intérieur de moi. Donc j'ai des phases très scriptées, mais dont je peux sortir facilement, si j'ai besoin. Donc j'ai des inductions que j'utilise très souvent. Je dois tourner globalement avec 90% des gens sur 3 ou 4 inductions. Mmh. Oui, Mais des mais oui. inductions qui ont été travaillées pour qu'elles soient très efficaces. Mmh. Après, je peux sortir aussi de ces cadres-là si je veux. Mais je pense qu'en début de pratique, pour pouvoir donner des suggestions fortes, et non pas des suggestions où on va bégayer, des suggestions où on va être qu'est-ce que je lui dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, ça n'a pas l'air de marcher, qu'est-ce que je fais. Pour pas être dans cet état-là, bah, il faut avoir des routines bien installées. Si on regarde les hypnotiseurs de spectacle qui sont assez doués, je pense à Darren Brown notamment, il réfléchit pas quand il fait une induction, ça se voit. Elle est préparée en amont. Mmh. Et moi, en hypnose de rue, j'avais des gens qui partaient dans des états d'hypnose en 5 minutes, plus vite qu'avec 30 minutes d'hypnose indirecte. Et plus loin. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un problème, quoi. C'est pas possible. Du coup, j'ai fait les mêmes en cabinet.
J'ai fait exactement les mêmes en cabinet. Et j'avais des résultats, mais beaucoup plus intéressants, beaucoup plus forts. Et on rentrait dans euh, une sorte de jeu. C'est pas un jeu, parce que les gens, quand ils viennent avec une dépression, ils vont pas te dire, ouais, j'ai envie de jouer. Non. Mais il y avait une espèce de, mais il y avait une espèce de jeu de la découverte, se découvrir soi-même. Et je pense que pour faire ça, pour pouvoir vraiment observer l'autre, il faut pas être dans sa tête en tant que praticien. Donc il faut avoir des choses bien installées, des automatismes bien installés. C'est pour ça que j'ai écrit mes livres d'hypnose et ils ont tous à peu près le même discours, notamment le dernier là que j'ai écrit sur l'induction en hypnose. J'invite les gens à se créer des inductions en amont, Mhm. à les tester avec à les tester avec l'homme invisible, à les intégrer, à vraiment les automatiser pour ensuite être à l'aise en cabinet. Ensuite, ça arrivera que quand ils font cette induction, il y a des moments où ça marche pas comme ils veulent. Et je leur dis à ce moment-là, vous arrêtez pas là, oui, ça n'a pas marché. Comment je fais pour que ce soit meilleur la prochaine fois? Et j'améliore mon script. Et ainsi de suite. Donc en fait, Ce qui va donner une pratique hmm. très étoffée. C'est un petit peu, ça me fait penser à ces spectacles où on a l'impression que tout est improvisé, alors qu'en fait, tout est écrit. Mais où ça donne cette Ouais, impression où finalement c'est très fluide, c'est pas académique du tout, mais finalement derrière il y a quand même. Moi je travaille par exemple beaucoup. J'aime bien travailler moi avec le protocole de Rossi. Mhm. Oui, J'adore. Et c'est vrai. Oui, je sais que toi tu le connais, c'est plus pour les gens. Et c'est vrai que finalement, quand je commence, je me pose même plus la question est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que oui, pour moi, ça fonctionne de toute façon et ça va fonctionner. c'est ça. Et il a l'avantage, il a un avantage ce protocole de Rossi. Et bon, il a des inconvénients aussi. Il peut lui manquer certaines choses, mais à chacun de les rajouter. Mais il commence déjà par de l'idéomoteur tout de suite. Mm. C'est-à-dire que dès le départ, il y a de l'idéomoteur qui commence. Donc, on se connecte tout de suite à la curiosité. Est-ce que mes mains vont vraiment s'approcher, Voilà. etc. Donc, ça crée de la dissociation. Donc, ça va être hypnotique. L'opérateur peut observer ce qui se passe et il a de l'information en direct. On peut même avoir du ressenti quand on guide au départ. Moi, j'aime bien guider pour sentir le moment où ça se déclenche tout seul. Et puis, Mhm. pour aider le truc au départ, ça donne beaucoup d'informations tactiles et de leading tactile. Euh, donc, il y a pas mal de choses dans Rossi. On peut soigner les suggestions aussi parce que il n'y en a pas 50 000, Mm. il y a pas 50 choses à réfléchir. Donc, on peut être précis et donc efficace. Donc, comme il commence avec des phénomènes hypnotiques, il crée tout de suite de la curiosité. Donc, il est intéressant. Ouais. Mm. Et Mais c'est ce que c'est j'invite. vrai que ouais, ouais. Et cette curiosité se lit sur le visage de la personne au moment où il y a le contact. Hmm. Moi, je suis toujours, ça m'amuse toujours beaucoup quand je vois les personnes sursauter en fait. Tellement elles Ouais. s'attendaient pas à ce que ça se touche. Donc ça, Hmm. ouais. Qu'est-ce Et qui se c'est vrai que passe? c'est, Il se ouais, ouais, passe un truc là. ouais, là il se passe quelque chose. Hmm. Oui, Donc et puis à ce moment-là, il y a un vas-y, vas-y. shift qui se passe dans le cerveau de la Mm. personne. Il y a quelque chose qui dit, oh, mais en fait, ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, les suggestions qu'elle va se faire seront plus productives. Oui, oui, ça ouvre carrément une porte. Hein. Ça ouvre carrément Hmm. une porte. Alors, pour poursuivre sur ton parcours, pardon, donc tu sors tes formations, tu t'aperçois que finalement, eh ben, c'est moins bien qu'avant avec tout ce qu'on t'a montré. Ouais. Donc finalement, tu t'autorises à explorer, à expérimenter, et c'est comme ça que tu bâtis, moi, ce que j'appelle une hypnose très créative et très libre. Aujourd'hui, la partie que tu transmets aux professionnels par rapport à la partie que tu gardes en thérapeutique, comment ça fonctionne? La part, à peu près. En gros, l'idée, mon but, ça a été d'amener l'hypnose de rue en cabinet. Mhm. C'est-à-dire d'amener le côté puissant de l'hypnose de rue en cabinet en l'adaptant pour qu'on n'ait pas à choisir nos sujets. Je vais pas, quand quelqu'un vient, je dis ah non, vous n'êtes pas un bon sujet, rentrez chez vous, ça va pas. Donc en l'adapter l'adapter pour que ça fonctionne avec tout le monde. Et du coup, on va se servir je me sers de plusieurs choses. Déjà de déclencher de la réactivité volontaire pour aller vers de la réactivité automatique. Et c'est là que, par exemple, ce sera intéressant de faire bouger la personne. Tenez, placez vos mains comme ça. Et on va regarder comment la personne suit les instructions déjà. Donc, on va regarder comment parce qu'une personne qui ne suit pas les instructions, il y a peu de chances qu'elle suive les suggestions. Si je dis à une personne, placez vos mains comme ça, et qu'elle les place comme ça
ça me donne déjà une indication sur le suivi. Bien sûr, mon but, c'est aussi de garder la compétence, donc je vais lui dire oui, exactement comme ça, même mettez-les un peu plus vers l'avant. Je vais corriger, mais en lui disant qu'elle a bien fait, Mhm. pour lui dire, pour lui dire consciemment, t'as bien fait, et pour lui dire inconsciemment, ouais, mais suis mieux ce que je te dis. Une fois que cette réactivité, et cette réactivité volontaire est présente, le chemin est tout tracé vers la réactivité automatique. Parce que à chaque fois qu'on fait une réactivité volontaire, à chaque fois qu'on suit une instruction, ben, on ne la suit pas que volontairement. Si je suis debout, que je place mes mains comme ça, je tombe si mon corps ne se rééquilibre pas automatiquement. Donc des automatismes vont répondre aussi aux instructions de l'opérateur. Donc ça entraîne l'automatisme à suivre. Ensuite, je vais basculer sur la réactivité automatique, c'est-à-dire les mouvements idéomoteurs ou les phénomènes privatifs. Euh, je vais vérifier cette réactivité automatique. Éventuellement, aider la avec du leading non verbal. Si je reprends Rossi, je vais peut-être guider les mains un petit peu au début en sentant le moment où je peux les lâcher complètement. Et il va y avoir aussi un process de stimulation de l'engagement qui va amener le client à s'engager dans l'induction, ce qui va préparer l'engagement thérapeutique qui viendra après. Donc la réactivité volontaire plus la réactivité automatique plus les suggestions directes, les boucles qui vont permettre de boucler et l'engagement qu'on va susciter chez le client vont amener la personne à répondre plus facilement. L'idée d'un opérateur, c'est de faciliter la tâche à son client. Et je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, parce que je me Alors, rappelle plus de la non, question. t'es parti un peu, mais je reviens, j'ai pas perdu le fil. Ok. Non, là, voilà, ma question c'était, aujourd'hui, quelle part tu consacres à la thérapie cabinet et à la formation? Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est Ah, plutôt des alors formations? normalement c'est 60% cabinet Hmm. et 40% formation. C'est-à-dire que j'ai 4 jours par mois de formation. Le D'accord. reste du temps est dédié à la pratique en cabinet. Mais là, c'est plus tout à fait vrai parce que j'ai des ennuis de santé assez importants et du coup, Hmm. la pratique en cabinet, je l'ai beaucoup fait descendre. Donc, je l'ai pas mal réduite depuis trois mois là. Donc, j'en ai beaucoup moins, ce qui est frustrant. mais, mais pour l'instant, je suis obligé de réduire. Mais sinon, c'est 60-40. Et D'accord. j'espère bien que ce sera 60-40 bientôt. D'accord. J'espère bien que ça reviendra à 60-40. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Et je pense que c'est un outil que tu dois utiliser sur toi-même pour t'aider à Oui, traverser ce que tu as traversé. oui, oui. Alors, on va juste faire un petit tour sur ton site internet. Voilà. Oui. Donc, alors, si je suis un particulier, où est-ce que je vais me balader? Faut descendre sur la page. En fait, j'ai mis tout sur la première page. Ouais. Ah Donc oui, là, il y a les séance séances individuelle. individuelles. D'accord. Ouais. Et ça peut, là, on a déjà des informations sur le côté. Et puis, on peut faire une demande. Et là, il y a à nouveau des informations. D'accord. Donc là, c'est les livres que tu Euh, as écrits. oui, c'est les Alors, livres que j'ai est-ce écrits. que Oui. c'est des livres grand public ou est-ce que ce sont des livres pour les professionnels? C'est plutôt pour les professionnels. Hein, il me semblait Le aussi. grand Hein. public. Ouais, le grand public va un peu. Enfin, disons que ça peut être pour le grand public qui veut se former. D'accord. Si c'est un client lambda qui veut juste savoir comment fonctionne l'hypnose, il n'en tirera pas grand-chose. Parce que moi, j'ai écrit mes bouquins. En tête, je voulais écrire les bouquins que j'aurais aimé avoir en premier Mhm. pour apprendre l'hypnose. Donc, j'y donne le maximum d'informations dedans pour la pratique. Comment développer une pratique facilement. Un autodidacte, par exemple, qui pratique et qui ne lit pas seulement un livre, parce que lire un livre, ça ne sert pas à grand-chose Mhm. si on ne le pratique pas. Mais un autodidacte, par exemple, peut se servir de mes livres pour apprendre l'hypnose. Après, est-ce que ça suffira? Ben, c'est toujours pareil. Des fois, on dit qu'il faut au moins 1 an en présentiel, d'autres vont dire qu'il faut 30 jours, d'autres. Ben, ça dépend comment est câblée la personne dès le départ, en fait. Il y a des gens, ils sont déjà tout prêts pour être thérapeutes, ils ont ça dans les veines, par leur expérience de vie, ils ont appris à ne pas projeter leurs idées, ils ont appris à être clean, et du coup, eux, il leur faudra pas beaucoup de temps pour apprendre l'hypnose. Il y en a d'autres, ils vont bosser énormément et peut-être qu'il va leur falloir 4-5 ans pour déjà parfois faire leur thérapie personnelle Mhm. et être à même d'accompagner des gens. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut, voilà, qui veut se lancer, qui est attirée par l'hypnose et qui veut démarrer? De bien se renseigner, Mhm. c'est-à-dire que s'ils visent une école, c'est de bien se renseigner sur ce qu'elle Mhm. enseigne.
Par exemple, il y a beaucoup de formations en hypnose ericksonienne, mais qui n'ont rien à voir avec le travail d'Erickson. Je m'en suis rendu compte après, moi. C'est-à-dire que la plupart des formations dites ericksoniennes vont être des formations de PNL hypnotique. Mm. Et c'est pas forcément de l'hypnose vraiment. Avec parfois même, bien sûr, certaines écoles ont évolué et elles sont très très bien, mais il y en a d'autres qui sont sur de vieux préceptes qui datent des années 70 de la PNL et que la PNL a fait évoluer depuis longtemps, mais que les formations en hypnose dite ericksonienne n'ont pas fait évoluer du tout et elles restent sur ces préceptes alors qu'ils ont été remis en cause depuis très longtemps. Donc c'est bien se renseigner, regarder les avis, vérifier que les avis sont postés par des personnes qui semblent avoir posté d'autres avis sur d'autres choses, parce qu'il y a il y a des Mm. qui parfois postent des avis eux-mêmes, Oui. ce qui est pas très clean, mais ça permet de voir si une personne poste régulièrement des avis, bah, on sait que c'est pas quelqu'un qui a créé un compte juste pour se mettre un avis. Donc d'aller voir les avis, de voir aussi si la personne, si le profil de la personne, si c'est sur Facebook par exemple, voir si le profil de la personne fait écho à celui qui se prépare à se former euh, est en train de rechercher, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un un peu comme moi? Parce qu'il y a des formations, par exemple, il y en a qui disent oh mais moi j'aime pas l'hypnose régressive, d'autres qui disent l'hypnose spirituelle c'est pas pour moi, d'autres qui disent je veux une hypnose carrée, d'autres qui disent non moi c'est le spirituel qui m'intéresse. Ah oui mais ça dépend de qui tu es, donc c'est ne pas choisir une école juste parce qu'il y a de la lumière ou parce qu'elle est pas chère ou parce qu'elle est dans le coin où j'habite, mais être prêt à se déplacer et à aller loin s'il faut pour aller vers une hypnose qui semble nous correspondre. C'est aussi écouter plus les stagiaires que les formateurs. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui vont présenter ce qu'ils semblent faire, mais quand on arrive dans l'enseignement, ce qu'ils enseignent n'ont rien à voir avec ce qu'ils font en démonstration, par exemple. Auquel cas, ça crée de l'incompétence chez les praticiens. Parce que les praticiens se disent ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'il fait. Ben, c'est normal, il ne te l'enseigne pas. Il t'enseigne autre chose. Il va enseigner, par exemple, je sais pas moi, une spirale sensorielle, alors qu'il va faire quelque chose avec de l'idéomoteur tout de suite. Et donc, c'est bien vérifier à travers les discours des stagiaires que ça semble correspondre à ce qu'enseigne la personne. Pas hésiter à contacter d'anciens stagiaires. Si c'est sur Facebook, on voit les stagiaires qui disent ah c'est super, ton stage était top, ben, on le contacte après et on lui demande. Et puis si la personne dit ouais moi j'ai pas réussi à acquérir les outils, ben, on le contacte aussi et on va chercher de l'information. Mm. Il y a une phase de prise d'information, il faut être proactif parce Oui, que c'est l'hypnose de ça en toute façon fait. va être proactif. Il faut être proactif, De toute façon, ne pas tout avaler, ouais, sans tomber dans la paranoïa, ouais, mais quand même prendre le temps d'aller scruter, se renseigner, et puis peut-être faire confiance aussi un petit peu à son intuition. ouais, aussi. À ce qu'on est, à ce qu'on dégage, est-ce que Mhm. l'école ressemble à ce qu'on dégage nous, etc. Parce que Et l'hypnose, pardon, souvent moi je dis l'hypnose c'est un outil. Et on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose, comme écrire, c'est un outil. Mais tout le monde ne va pas écrire des romans ou tout le monde ne va pas écrire des formules de maths. Et à la base, c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'hypnose spirituelle, l'hypnose régressive, l'hypnose... À la base, enfin, corrige-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, hein, mais à la base, l'outil, c'est la transhypnotique, et après, c'est ce qu'on va en faire. oui, oui, c'est ça. Il va y avoir des tendances après, il va y avoir des croyances aussi. Il Hmm. faut regarder que les croyances semblent nous correspondre dès le départ et savoir aussi faire ce que j'appelle l'avocat du diable. Ce que j'ai pas su faire moi Hmm. en formation et qui m'a beaucoup créé 2 ans de galère. C'est-à-dire que je prenais tous les préceptes, c'est-à-dire que j'ai été rentré dans ma formation en disant vas-y donne, donne, je prends tout. Et ça c'est une erreur. Parce que j'ai pris aussi des suggestions très mauvaises. Par exemple, à l'époque, on nous apprenait encore les systèmes d'accès oculaire. J'espère que depuis ça a changé, mais les systèmes d'accès oculaire de la PNL. Et je me rappelle, j'étais très attentif. Je regardais chez mon sujet et j'avais l'impression que ça fonctionnait pas. Du coup, je l'ai dit à mon superviseur et mon superviseur me dit oui, mais c'est que tu n'as pas assez d'expérience pour pouvoir le voir. Et du coup, je me suis dit bon, bah, c'est que je suis pas bon avec ça, j'y arrive pas, peut-être que ça viendra, etc. En fait, euh, bah, peut-être que l'idée était pas bonne au départ. Hmm. C'est aussi dire peut-être que ce qu'on est en train de m'enseigner, ça me sert à rien. Peut-être que soit ça me parle pas, soit c'est pas ce que j'ai envie de regarder, soit c'est pas. C'est savoir remettre en cause, faire un avocat du diable, quoi. Mhm. Par exemple, on m'a dit pour chaque personne
comme chaque personne est unique, eh ben, l'induction doit être unique. Je me suis dit, ah, c'est beau comme précepte, c'est cool. Ouais, mais qu'est-ce qui le prouve en fait, Mm. en réalité? Et si on regarde Ericsson travailler, c'est pas le cas. Ces inductions n'étaient pas uniques pour chaque client. Ils pouvaient les rendre uniques, mais elles avaient toute une base assez commune. Il Oui. commençait toujours quasiment par une catalepsie, et il Mm. enchaînait avec une lévitation de main, presque tout le temps. Il avait des, des, des ritournelles langagières, je ne sais pas si ça se dit, mais ça se comprend. C'est-à-dire qu'il avait des phrases qu'il répétait. Donc, j'avais pris ce précepte, cette idée, cette croyance, qui était la croyance de mon formateur. Sauf que, avec le recul maintenant, je pense que c'était la pire qu'on pouvait m'enseigner. Donc, c'est aussi savoir se prémunir, garder l'esprit critique quand on y est. C'est pas tout refuser, tout repousser, mais c'est se dire, j'écoute, je teste, je tire quelque Mm. chose de cette expérience. Et je me laisse pas mettre dans des cases comme oui, mais c'est parce que tu n'as pas l'expérience. Et attention, ça peut être vrai, mais ça peut être Mm. aussi complètement faux. Après, il faut faire attention au syndrome du gourou, des formateurs. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, Non, mais mais par contre, voilà, il peut y avoir. ou la toute-puissance du je sais. Donc, Et puis, oui, plutôt à un moment donné, moi je pense que toi, à un moment donné, tu es capable de dire bah, j'ai pas la réponse. ouais. Puis il y a l'aura en fait. C'est quand on va, on se dit, ah, c'est un hypnotiseur depuis longtemps, donc on se dit tout ce qu'il va me dire, c'est bon, il le fait depuis des années. Tout à fait. Ouais, mais il le fait pas forcément en cabinet. Mm. Par exemple, pendant des années, on a enseigné un truc qui s'appelle la détermination. Pour avoir Mhm. demandé à tous les formateurs qui l'enseignent, tu l'utilises en cabinet? Ils m'ont quasiment tous répondu non. Et Ah je leur oui, dis, mais oui. alors pourquoi tu l'enseignes? Et en formation, oui, Pourquoi tu oui. l'enseignes? Et ils m'ont T'as dit, mais pas, parce que t'as, c'est pédagogique. Je fais, voilà, voilà. en quoi? T'as pas fait ta En déo, fait, t'as non, pas c'est fait pas ta déo. pédagogique. Ouais. Mais c'est pas pédagogique en fait. Mm. Faut surtout pas faire une déo avant le protocole de déo avant un travail hypnotique. Parce que le protocole de déo est un protocole de PNL qui est sur une séance normalement. Et Mm. c'est pour le changement. Le but, c'est de changer. Donc la déo, elle n'est pas prévue pour faire un entretien pré-hypnotique. L'entretien pré-hypnotique, il peut faire 5 à 10 minutes, mais il ne va pas chercher toutes ces étapes. Donc il faut garder un esprit critique, savoir remettre en question avec un avocat du diable, savoir aussi regarder ce que pratique vraiment la personne, parce que des Mm. fois, c'est rigolo, la personne présente un outil et juste après, elle ne l'utilise pas en fait. Elle fait la démo, mais dans la démo, on ne reconnaît pas l'outil. Et moi, je me rappelle d'une fois où j'avais vu un formateur qui nous faisait une démo et je lui dis, mais j'ai rien vu des étapes que tu nous as montrées. Il me dit, oui, mais parce qu'elles sont enrobées. En fait, elles n'étaient pas enrobées du tout. Elles n'étaient pas là. Elles Oh le n'étaient pas là filou. du tout. Ouais. Et elles n'étaient pas là tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne les utilise pas en cabinet, donc il n'en a pas l'habitude, il n'en a pas ses Mm. automatismes. Et s'il ne les utilise pas en cabinet, il y a une raison à ça. Certainement que c'est juste pas efficace, quoi. Alors, Euh, est-ce que tu partages, enfin moi pour moi c'est hyper important, un formateur, il doit avoir un cabinet et il doit recevoir des gens. Est-ce que tu es d'accord avec moi en partie? En partie. En partie. Euh, les, les, euh, le cabinet nourrit les formations, clairement. Mhm. Mhm. Il nourrit les formations. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut avoir des années de pratique. Voilà. Oui, Des oui. années de pratique en cabinet. Maintenant qu'à un moment, un formateur réduise son activité, ça me choque pas. Ça me choque pas trop. Euh, Moi, j'étais passé de 80% à 60%. Mhm. Donc, je serais malhonnête de dire que ça me choque qu'on réduise son activité. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'en garder une partie parce que les formateurs, parfois, qui n'ont plus de pratique en cabinet, vont amener vers des idées. euh, Ouais, en une séance, tout change. Mhm. Non pas parce que c'est vrai en pratique en cabinet, mais parce que ça fait des années qu'ils font plus qu'une séance avec un client, puisqu'ils le voient en formation. Mhm. Donc, ils risquent d'amener cette idée, et cette idée, elle peut être intéressante parce qu'elle va créer de la confiance que le sujet peut changer. Mais dès que l'opérateur se retrouve à avoir fait 4 séances ça que ça fonctionne, il se dit ah mais ça marche pas, je suis nul, j'y arrive pas. Alors que l'hypnose c'est un
processus de changement. Et moi, il m'arrive de faire 20 séances avec un client, Mm. parfois sur plusieurs objectifs qui vont mener au gros après. Mais on a le temps en hypnose. On dit souvent que c'est une thérapie brève. Ah, les thérapies brèves, c'est une chose, l'hypnose, c'en est une autre. Oui, je pense qu'il y a, Euh, il y a ce mélange-là entre thérapie brève et ça doit aller vite, ça doit aller vite. Mais je suis d'accord avec toi et que effectivement, on n'est pas obligé de faire du 50-50, mais il faut, enfin pour moi, il faut qu'il en reste un petit peu de la pratique en cabinet. Sinon, ça me fait penser un peu à, pardon pour ceux qui m'écoutent, mais à ces profs d'anglais qui ont jamais mis les pieds en Angleterre, quoi. Et ça fait 30 ans, ils y ont toujours, et ils parlent un anglais d'il y a 30 ans, quoi. Et ouais. voilà. Moi, enfin, après, ça C'est n'engage que vrai, moi. Hein. c'est vrai. Je pense qu'il faut garder du suivi client. Mhm. C'est-à-dire pouvoir suivre parfois un client sur 10 séances pour pouvoir euh, continuer à avoir un pied dans le terrain. Maintenant, est-ce qu'il faut en suivre 10 par semaine, 20 par semaine? À la rigueur, si la personne en suit 2 ou 3 par Mhm. semaine et qui garde une pratique régulière avec un suivi et non pas une séance one-shot, ben là, il gardera le pied dans le terrain. Il se rappellera Mhm. de ce qui se passe vraiment en Voilà. séance. Mhm. Et voilà, c'est garder une pratique, oui, mais pas forcément une pratique énorme. Mais avoir Non, mais c'est quand ça, même c'est gardé une d'avoir réalité toujours terrain. un pied dans le terrain, ouais. Par Alors, contre, c'est important qu'il ait mhm. eu une pratique énorme. Ah oui, mais là, c'est même vital. Mm. Je pense que c'est très important que pendant 5, 6, 10, ça dépend des personnes, mais qu'au moins 5, 6 ans, il ait eu une pratique Mhm. à faire 20 séances par semaine pendant 5, 6 ans. Ça, c'est important parce Mhm. que ça va nourrir ces formations d'anecdotes réelles et ça va porter son enseignement. Tout à fait, oui. Et l'enseignement, c'est très différent de la pratique en cabinet. Mhm. L'enseignement, ça demande aussi des compétences. Il Ah y a oui, des gens qui sont excellents en cabinet, mais qui ne savent pas bien transmettre. on est Ils peuvent d'accord. apprendre. On est d'accord. Alors, Moi, j'ai vu des thérapeutes incroyables où je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. ah non, non, mais ça, la transmission, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Alors, quelques questions des personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut travailler sur les vies antérieures grâce à l'hypnose? Alors, Qu'en penses-tu? j'ai pas de réponse fermée à ça. Dans ma vision des choses, quand on travaille sur les vies antérieures, euh, euh, on travaille avec les vies intérieures, avec la façon dont on se représente le monde, et on se sert d'une métaphore dans le passé. Mais parfois, il y a des séances qui sont très très perturbantes, euh, où la personne va nous sortir des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, et quand on va la questionner hors d'hypnose, elle ne saura pas nous répondre à nouveau sur ce qu'elle vivait. Donc, il peut y avoir une part d'amnésie, mais il y a des fois aussi des choses qui sont perturbantes. Donc, est-ce qu'on peut travailler sur les vies antérieures? Je pense que oui. Bon. Maintenant, ça fait pas partie de mes croyances. Mhm. Mais, Parfois, quand je mais des sens que c'est possibles. l'orientation de la personne. Mais c'est le champ des possibles. Ouais, c'est j'en est possible. Et je crois que moi, je suis loin de tout connaître, Mhm. très très loin. J'ai mes propres idées qui peuvent me freiner sur certaines choses. Là où d'autres travaillent sur des vies antérieures à longueur de séance, ils le font tous les jours et ils ont des résultats bluffants. Donc, il y a bien quelque chose derrière. Après, il y a aussi ce que je dis souvent, il faut se méfier, parce que moi, je pense que Napoléon Bonaparte était schizophrène parce que j'ai eu un paquet de Napoléon. Euh, donc, il y a ça, mais il y a des fois, les gens vont se connecter à un mendiant dans la rue alors qu'on est en train de lui déverser des déjections par les fenêtres comme on le faisait à Mhm. l'époque. Et on peut se dire, là, suivant son vécu, on peut se dire, ouais, mais les détails qu'il apporte, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des gens qui vont faire comment on appelle ça, zut, j'arrive pas à retrouver, qui vont se balader en hypnose dans leurs rêves, et puis il y en a Mhm. d'autres qui vont peut-être vraiment bosser dans des vies antérieures très fortement. Donc j'aurais tendance à penser que oui, mais c'est pas quelque chose que je pratique très souvent. Mhm. Et ça va bien avec la deuxième question. Alors, quand on est dans des séances comme ça, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la partie qui est du domaine, alors la personne me dit volontaire, mais je dirais plutôt conscient,
ou est-ce que c'est un message de l'inconscient? Comment on peut arriver à différencier les deux? Très bonne question. Euh, En fait, c'est plus trop. Pour répondre à cette question, il faudrait que je rentre dans l'idée conscient-inconscient. Mhm. Euh, Moi, j'ai plus l'idée euh, que c'est un tout en même temps. C'est-à-dire que oui, on fait des choses volontairement et il y en a d'autres qui se font inconsciemment. Mais je suis plus dans l'idée de Janet, de ce que peut nous montrer Nakash dans son livre Le Nouvel Inconscient. C'est qu'en gros, tout ce qui est conscient peut aussi être inconscient. Tout ce qui est inconscient à un certain niveau peut devenir conscient. Les deux sont un peu mélangés. Et ce qui m'intéresse, c'est sur certaines choses, par exemple un mouvement hypnotique, je veux m'assurer qu'il soit totalement inconscient. Mais lorsqu'on va rentrer dans le travail thérapeutique, la personne, elle va rentrer dans une expérience où elle va avoir des émotions, des sensations, des phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire que si je suis en train de sentir du froid parce que je suis dans la rue et que je suis en train de me geler, il y a de grandes chances que les frissons soient purement hypnotiques. Par contre, la personne, elle a aussi peut-être une part volontaire en se disant putain, mais est-ce que je suis vraiment là-bas dedans? Est-ce que je suis vraiment dans ce truc? Comment ça se fait que j'ai froid, etc. Il va y avoir des indicateurs qui disent que la personne vit le truc hypnotiquement, et puis il va y avoir une part consciente qui peut être observatrice aussi. Et elle n'est pas gênante, cette part-là, parce qu'elle est observatrice de quelque chose qui est en train de se produire. Euh, et pour moi, l'hypnose, c'est de la dissociation, conscient, processus inconscient, les deux étant amenés dans l'expérience. Mhm. Oui, je pense que c'est pas binaire de toute façon, hein. Non, C'est imbriqué, hein. c'est cette vision binaire, elle peut poser des problèmes parce que l'opérateur peut perdre foi en son outil, Mhm. mais le vrai problème, c'est la vision binaire en fait. Oui. Conscient, inconscient. Volonté, automatisme. Mhm. Les deux sont imbriqués. Par contre, dans l'expérience, on va reconnaître des choses qui sortent de l'ordinaire. Une personne qui est comme ça dans la chaise alors qu'il fait 22 dans le cabinet, Mhm. c'est c'est pas logique. La personne qui va avoir la goutte au nez ou qui va être toute rouge parce qu'elle est au soleil, il y a quelque chose qui se produit Mhm. qui est de l'ordre d'autre chose, quoi. Euh, donc il va y avoir des phénomènes inconscients, tout en sachant que la conscience peut être observatrice, elle peut être présente, elle peut être liée à l'expérience, mais elle ne contrôle pas tout. D'accord. Alors, dernière question. Le mental qui est trop fort, mythe ou réalité? Le mental trop fort qui Euh, empêche l'hypnose. alors moi j'en fais partie de ceux à qui on a dit tu as un mental trop fort, tu veux trop contrôler, tu veux trop... je pense qu'à ce moment-là, moi par exemple quand j'ai fait le Tech 1 et le Tech 2, je suis jamais rentré en transe. Et parce qu'on activait mon contrôle avec des suggestions indirectes, justement. Par exemple, quand on me disait, et maintenant, je ne sais pas de quelle manière tu vas sentir que ta main commence à être attirée vers le haut, peut-être que tu sentiras d'abord une légèreté ou quelque chose comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais déjà, je comprends pas bien où on va, et il essaye de me la faire à l'envers. Et ça générait du contrôle. Euh, alors en T2, il y a un hypnotiseur qui m'a dit, viens, on va se mettre dans un coin, je vais t'emmener en hypnose autrement. Et il m'a fait de l'hypnose qui ressemble à de l'hypnose de spectacle, très directive. 5 minutes plus tard, je m'appelais Jennifer. Donc, euh, donc, j'étais rentré en transe super fort, j'avais ma main qui s'était approchée, qui était collée au visage. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que justement, le fait qu'on n'essaye pas de me le faire à l'envers, le fait que je sache exactement où je dois aller, et que le fait que ce soit très direct, que ce soit précis, clair, que j'ai pas à réfléchir, ça avait stoppé mon contrôle. Donc, je pense que là où on voit trop de mental, c'est en général un défaut d'accompagnement. En général. Parfois, ça va être effectivement le mental peut créer des freins et il faudra l'utiliser plutôt que le combattre. Il faudra peut-être lui apprendre l'auto-hypnose, lui faire passer beaucoup par la volonté avant d'aller vers l'automatisme. Il y a plein de manières de travailler avec le mental plutôt d'essayer de lutter contre lui. Mais effectivement, le mental fort peut parfois mettre des bâtons dans les roues si on essaye de le contrer. Merci. C'est un des principes ericksoniens. Erickson était très utilisationnel. Et il utilisait plus qu'autre chose. Ah, mais c'est un Il spectacle, hein. recadrait assez peu. C'est un vrai spectacle à lui tout Ouais, seul, hein. ouais. Bon, des fois, c'est l'ennui profond aussi, mais je Oui, suis non, pas mais parce d'accord que ça avec dure tout. très longtemps. Ça dure très longtemps. Mais Ouais. si on est sur les bonnes séquences, c'est Mm. voilà, Ah oui, c'est bluffant, même. C'est même c'est bluffant. vraiment bluffant. Et c'est vrai il a une, comme tu dis, par moment, oui, c'est un petit peu long, mais voilà, une patience dans sa démarche. Et puis, il y a une chose. Moi, je dis souvent, on vous a parlé de l'indirect chez Erickson.
Mais en fait, regardez plutôt son regard. Il y a des vidéos que j'ai sur mon site internet que tu montrais tout à l'heure. Il y a un endroit, je me rappelle plus comment il s'appelle, article, voilà, articles et vidéos. Alors, articles Euh, et vidéos, hop. Là-dedans, il va y avoir des vidéos, des articles, et puis il y a des vidéos d'Erickson que j'ai traduites. Et bon, faut se balader dans les pages, je sais plus exactement où elles sont, mais euh, moi je dis aux gens, mais vérifiez, regardez, observez le regard d'Erickson. On le voit par exemple pas dans celle-là, mais dans Il y a Reverse, hypnose ouais, thérapeutique, non, c'est pas celle-là non plus, je crois, la cinquième peut-être, sur la cinquième page. jeu avec le doute. Voilà. Voilà. Et c'est bien de regarder le regard d'Erickson, comment il est curieux de ce qui arrive chez sa cliente. Et Ah oui, je l'ai vu celle-là, oui. euh, ce regard-là, le regard qu'il peut avoir à ce moment-là, est un regard à la fois il est en thérapie, mais il a un regard très joueur, un regard très curieux de l'autre. Et c'est absolument magnifique à regarder, je trouve. Il se marre avec la cliente de quelque chose qu'elle est en train de vivre. J'ai bien dit avec la cliente, pas de la cliente. Mhm. Et il y a des choses vraiment étonnantes à voir dans son regard. Donc il vaut mieux regarder ça que regarder les suggestions indirectes. Parce que Erickson, contrairement à ce qu'on dit, il pouvait être extrêmement direct. Oui, oui, oui. Oui, oui, très, très directif, oui. Voilà. Ouais. Donc je laisse les personnes qui veulent voir la suite aller sur ton site. Oui. Ok, et eh ben écoute, C'est un accès gratuit. voilà, c'est ce que j'ai. Vous été assez généreux de ce côté-là, et notamment pour les traductions, c'est pas mal. Pour les gens comme moi qui Ouais. sont pas anglophones, c'est assez sympa. Mais en fait, ce que je voulais, c'est que mes stagiaires qui parlent pas, qui sont pas anglophones, puissent voir Erickson travailler, pour se rendre compte de ce qu'est vraiment l'hypnose ericksonienne, et non pas l'hypnose dite ericksonienne qui est plus de la PNL hypnotique. Parce qu'Erickson n'avait rien à voir avec une spirale sensorielle, rien à voir avec un recadrage en 6 points, rien à voir avec tout ce qu'on apprend dans ces formations parfois. Il y en a d'autres qui sont très ericksoniennes, mais ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il faisait. Donc je voulais qu'il puisse. Ouais. Après, je ne voue pas un culte à Erickson. Il y a des choses que j'aime bien chez lui, il y a des choses que j'aime pas. Mhm. Je fais mon propre tri, tout comme chez Bandler, son côté recadrant, je le trouve naze, je laisse de côté. Par contre, son côté leading est très intéressant. Chez Kaloff, il y a des choses très intéressantes à prendre. C'est faire son tri, mais voilà, je voulais qu'il puisse au moins le voir travailler, vraiment, en l'écoutant aussi. Super. Ok, et eh ben écoute, on arrive au terme. Merci. Ah, de rien, Merci, avec plaisir. merci de ta passion surtout, et qu'on ressent vraiment dans le verbal. Moi, pour avoir regardé plusieurs de tes vidéos en pratique, je trouve que déjà, tu as cette capacité. Ta voix est un outil à elle toute seule, hein. Quand tu On fais peut des fois, ouais. les inductions, ta voix est un outil à elle toute seule. Donc, C'est ce que j'enseigne à mes thérapeutes, enfin à mes praticiens, ouais, ouais, ouais. c'est que la voix est très importante. Ah oui, oui, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Donc, j'invite tout le monde à aller se balader sur ton site, à avoir cette curiosité-là. Les livres, c'est plutôt pour les professionnels, mais ça peut quand même donner une idée. Pour les professionnels ou les autodidactes qui veulent apprendre. Voilà, les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin. Mm. Mais merci Jordan, Avec à plaisir, bientôt. merci beaucoup. Et À puis bientôt. au plaisir de se rencontrer de nouveau. Ça marche. Au revoir à Au revoir. tous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre sous la vidéo. On vous répondra. Je ferai passer à Jordan. On vous répondra avec plaisir. À bientôt. Plaisir. Au revoir.